Chapitre 59. Les maux d'autrui. Le moraliste, c'est La Rochefoucauld, je crois, qui a écrit « Nous avons toujours assez de force pour supporter les maux d'autrui », a dit assurément quelque chose de vrai. Mais ce n'est qu'à moitié vrai. Ce qui est bien plus beau à remarquer, c'est que nous avons toujours assez de force pour supporter nos propres maux. Et il le faut bien. Quand la nécessité nous met la main sur l'épaule, nous sommes bien tenus. Il faudrait donc mourir. Ou bien alors, on vit comme on peut, et la plupart des gens s'arrêtent à ce dernier parti. La force de la vie est admirable. Ainsi, les inondés, ils s'adaptaient. Ils ne gémissaient point sur la passerelle, ils y mettaient le pied. Ce qu'on entassait dans les écoles et dans les autres lieux publics y campaient pour le mieux, et mangeaient et dormaient de tout leur cœur. Ceux qui ont été à la guerre en racontent autant. Les grandes peines ne sont pas alors parce qu'on est en guerre, mais parce que l'on a froid aux pieds. L'on pense furieusement à faire du feu, et l'on est tout à fait content lorsqu'on se chauffe. On pourrait même dire que plus l'existence est difficile, mieux on supporte les peines et mieux on jouit des plaisirs. Car la prévision n'a pas le temps d'aller jusqu'à des mots simplement possibles. Elle est tenue en bride par la nécessité. Robinson ne commence à regretter sa patrie que lorsqu'il a bâti sa maison. C'est sans doute pour cette raison qu'un riche se plaît à la chasse. Ce sont alors des maux prochains, comme mal aux pieds, ou des plaisirs prochains, comme bien boire et bien manger. Et l'action emporte tout, enchaîne tout. Celui qui met toute son attention sur un acte assez difficile, celui-là est parfaitement heureux. Celui qui pense à son passé ou à son avenir ne peut pas être heureux tout à fait. Tant qu'on porte le poids des choses, il faut être heureux ou périr. Mais dès qu'on porte en inquiétude le poids de soi, tout chemin est rude. Le passé et l'avenir frottent dur sur la route. En somme, il ne faudrait point penser à soi. Le plaisant, c'est que ce sont les autres qui me ramènent à moi par leurs discours sur eux-mêmes. Agir ensemble, c'est toujours bon. Parler ensemble pour parler, pour geindre, pour récriminer, c'est un des grands fléaux de ce monde. Sans compter que le visage humain est diablement expressif et arrive à éveiller des tristesses que les choses me faisaient oublier. Nous ne sommes égoïstes qu'en société, par le choc des individus, par la réponse de l'un à l'autre, réponse de la bouche, réponse des yeux, réponse du cœur fraternel. Une plainte déchaîne 1000 plaintes, une peur déchaîne 1000 peurs. Tout le troupeau court dans chaque mouton. Voilà pourquoi un cœur sensible est toujours misanthrope un peu. Ce sont des choses auxquelles l'amitié doit toujours penser. On nommerait trop vite égoïste l'homme sensible qui cherche la solitude par précaution contre les messages humains. Il n'est pas d'un cœur sec de supporter difficilement l'inquiétude, la tristesse, la souffrance peinte sur un visage ami. Et l'on doute si ceux qui font volontiers société avec le malheur ont plus d'attention à leurs propres maux, ou plus de courage, ou plus d'indifférence. Ce moraliste ne fut que malin. Les maux d'autrui sont lourds à porter. 23 mars 1910. Chapitre 60. Consolation. Le bonheur et le malheur sont impossibles à imaginer. Je ne parle pas des plaisirs proprement dits, ni des douleurs, comme rhumatisme, maux de dents ou supplice d'inquisition. Cela on peut s'en faire une idée en évoquant les causes,
parce que les causes ont une action certaine. Par exemple, si l'eau bouillante jaillit sur ma main, si je suis renversé par une automobile, si j'ai la main prise dans une porte, dans tous ces cas-là, j'évalue à peu près ma douleur, ou autant qu'on peut savoir la douleur d'un autre. Mais dès qu'il s'agit de cette couleur des opinions qui fait le bonheur ou le malheur, on ne peut rien prévoir, ni rien imaginer, ni pour les autres, ni pour soi. Tout dépend du cours des pensées, et l'on ne pense pas comme on veut. À bien plus forte raison peut-on être délivré, sans savoir pourquoi, de pensées qui ne sont nullement agréables. Le théâtre, par exemple, nous occupe et nous détourne avec une violence qui est risible, si l'on fait attention aux pauvres causes, une toile peinte, un braillard, une femme qui fait semblant de pleurer, mais ces singeries vous tireront des larmes, de vraies larmes. Vous porterez un moment toutes les peines de tous les hommes par la vertu d'une mauvaise déclamation. L'instant d'après, vous serez à 1000 lieues de vous-même et de toutes les peines en plein voyage. Le chagrin et la consolation se posent et s'envolent comme des oiseaux. On rougirait de dire, comme Montesquieu, « Je n'ai jamais eu de chagrin qu'une heure de lecture n'ait dissipé. » Il est pourtant clair que si on lit vraiment, ce sera à ce qu'on lit. Un homme qui va à la guillotine dans un fourgon est à plaindre. Pourtant, s'il pensait à autre chose, il ne serait pas plus malheureux dans son fourgon que je ne suis maintenant. S'il compte les tournants ou les chaos, il pense aux tournants et aux chaos. Une affiche vue de loin, et qu'il essaierait de lire, pourrait bien l'occuper au dernier moment. Qu'en savons-nous? Et qu'en sait-il? J'ai eu le récit d'un camarade qui s'est noyé. Il était tombé entre un bateau et le quai et resta sous la coque un bon moment. On le retira inanimé. Il revint donc de la mort, on peut le dire. Voici ses souvenirs. Il se trouva dans l'eau, les yeux ouverts, et il voyait devant lui flotter un câble. Il se disait qu'il aurait pu le saisir, mais il n'en avait point l'envie. Cette vue d'eau verte et de câbles flottants emplissait sa pensée. Tels furent ses derniers moments, d'après ce qu'il m'a raconté. 26 novembre 1910. Chapitre 61. Le culte des morts. Le culte des morts est une belle coutume, et la fête des morts est placée comme il faut, au moment où il devient visible, par des signes assez clairs, que le soleil nous abandonne. Ces fleurs séchées, ces feuilles jaunes et rouges sur lesquelles on marche, les nuits longues et les jours paresseux qui semblent des soirs, tout cela fait penser à la fatigue, au repos, au sommeil, au passé. La fin d'une année est comme la fin d'une journée et comme la fin d'une vie. Comme l'avenir n'offre alors que nuit et sommeil, naturellement la pensée revient sur ce qui a été fait et devient historienne. Il y a ainsi harmonie entre les coutumes, le temps qu'il fait, et le cours de nos pensées. Aussi, plus d'un homme en cette saison va évoquer les ombres et leur parler. Mais comment les évoquer? Comment leur plaire? Ulysse leur donnait à manger, nous leur portons des fleurs, mais toutes les offrandes ne sont que pour tourner nos pensées vers eux et mettre la conversation en train. Il est assez clair que c'est la pensée des morts que l'on veut évoquer et non leur corps. Et il est clair que c'est en nous-mêmes que leur pensée dort. Cela n'empêche point que les fleurs, les couronnes et les tombes fleuries aient un sens. Comme nous ne pensons pas comme nous voulons, et que le cours de nos pensées dépend principalement de ce que nous voyons,
entendons et touchons, il est très raisonnable de se donner certains spectacles afin de se donner en même temps les rêveries qui y sont comme attachées. Voilà en quoi les rites religieux ont une valeur, mais ils ne sont que moyens, ils ne sont pas fins. Il ne faut donc pas aller faire visite aux morts comme d'autres entendent la messe ou disent leur chapelet. Les morts ne sont pas morts, c'est assez clair puisque nous vivons. Les morts pensent, parlent et agissent, ils peuvent conseiller, vouloir, approuver, blâmer, tout cela est vrai, mais il faut l'entendre. Tout cela est en nous, tout cela est bien vivant en nous. Alors, direz-vous, nous ne pouvons oublier les morts, et il est inutile de penser à eux. Penser à soi, c'est penser à eux. Oui, mais il est assez ordinaire que l'on ne pense guère à soi, vraiment à soi, sérieusement à soi. Nous sommes trop faibles et trop inconstants à nos propres yeux. Nous sommes trop près de nous. Il n'est pas facile de trouver une bonne perspective de soi qui laisse tout en vraie proportion. Quel est donc l'ami de la justice qui pense continuellement à la justice qu'il veut? Au contraire, nous voyons les morts selon leur vérité, par cette piété qui oublie les petites choses. Et leur puissance de conseiller, qui est le plus grand fait humain peut-être, vient de ce qu'il n'existe plus. Car exister, c'est répondre au choc du monde environnant, c'est plus d'une fois par jour et plus d'une fois par heure oublier ce qu'on a juré d'être. Aussi cela est plein de sens de se demander ce que les morts veulent. Et regardez bien, écoutez bien. Les morts veulent vivre. Ils veulent vivre en vous. Ils veulent que votre vie développe richement ce qu'ils ont voulu. Ainsi les tombeaux nous renvoient à la vie. Ainsi notre pensée bondit joyeusement par-dessus le prochain hiver, jusqu'au prochain printemps et jusqu'aux premières feuilles. J'ai regardé hier une tige de lilas dont les feuilles allaient tomber, et j'y ai vu des bourgeons. 8 novembre 1907. Chapitre 62. Gribouille. Ceux qui se livrent aux accès de toux avec une espèce de fureur espèrent bien qu'ils vont se soulager d'un petit chatouillement dans la gorge. Par cette belle méthode, ils s'irritent la gorge, ils s'essoufflent, ils s'exténuent. Aussi dans les hôpitaux et autres maisons de santé, on apprend aux malades à ne point tousser. Ce qui se fait d'abord en se retenant de tousser autant qu'on peut. Mieux encore, en avalant sa salive juste au moment où l'on va tousser, car l'un de ces mouvements exclut l'autre. Et enfin, en ne se laissant point indisposer et courroucer par ce petit chatouillement qui se calme de lui-même dès que l'on arrive à le mépriser. Pareillement, il y a des malades qui se grattent et qui se donnent ainsi une espèce de plaisir trouble, mêlé de douleur, qu'ils payent ensuite par des douleurs plus cuisantes. De même que ceux qui toussent de tout leur cœur, ils arrivent à une espèce de fureur contre eux-mêmes. C'est une méthode de gribouille. L'insomnie offre des drames du même genre, où l'on souffre du mal que l'on se fait à soi-même. Car rien n'empêche que l'on reste quelque temps sans dormir, et l'on n'est pas si mal dans un lit. Mais la tête travaille, on se dit que l'on veut dormir, on s'applique à dormir, on y met toute son attention, et si bien que l'on reste éveillé par cette volonté et par cette attention même. Ou bien encore on s'irrite, on compte les heures, on juge absurde de ne pas mieux employer le temps précieux du repos. En même temps, on saute et on se retourne comme une carpe sur l'herbe. Méthode de gribouille. Ou bien encore, et aussi bien le jour que la nuit, si l'on a quelque sujet d'être mécontent, on y revient dès qu'on le peut. On reprend sa propre histoire comme un roman bien noir,
que l'on a laissé ouvert sur sa table. On se replonge ainsi dans son chagrin, on s'en régale, on revient sur ce que l'on craint d'en oublier, on passe en revue tous les maux possibles que l'on peut prévoir. On gratte son mal, enfin, méthode de gribouille. Un amoureux que sa belle a renvoyé ne voudrait pas penser à autre chose. Mais il reprend les bonheurs passés et les perfections de l'infidèle, et ses perfidies et ses injustices. Il se fouette lui-même de tout son cœur. Il devrait, s'il ne peut penser à quelque autre chose, considérer son malheur autrement. Se dire que c'est une petite sotte qui n'est plus déjà de première fraîcheur. Imaginer la vie qu'il aurait eue avec cette femme devenue vieille, peser scrupuleusement les joies passées, faire la part de son propre enthousiasme, faire revivre ces minutes discordantes sur lesquelles on passe quand on est heureux, mais qui, dans la tristesse, servent alors de consolation. Finalement, arrêter son attention sur quelques traits physiques, œil, nez, bouche, mains, pieds, son de voix qui ne plaît pas. Il y en a toujours. J'avoue que c'est là un remède héroïque. Il est plus aisé de se jeter dans un travail compliqué ou dans une action difficile. Mais de toute façon, il faut s'appliquer à se consoler, au lieu de se jeter au malheur comme au gouffre. Et ceux qui s'y appliqueront de bonne foi seront bien plus vite consolés qu'ils ne pensent. 31 décembre 1911. Chapitre 63. Sous la pluie. Il y a pourtant assez de mots réels. Cela n'empêche pas que les gens y ajoutent, par une sorte d'entraînement de l'imagination. Vous rencontrez tous les jours un homme au moins qui se plaindra du métier qu'il fait, et ses discours vous paraîtront toujours assez forts, car il y a à dire sur tout, et rien n'est parfait. Vous, professeur, vous avez, dites-vous, à instruire de jeunes brutes qui ne savent rien et qui ne s'intéressent à rien. Vous, ingénieur, vous êtes plongé dans un océan de paperasses. Vous, avocat, vous plaidez devant des juges qui digèrent en somnolant au lieu de vous écouter. Ce que vous dites est sans doute vrai, et je le prends pour tel. Ces choses-là sont toujours assez vraies pour qu'on puisse les dire. Si avec cela vous avez un mauvais estomac, ou des chaussures qui prennent l'eau, je vous comprends très bien. Voilà de quoi maudire la vie, les hommes, et même Dieu, si vous croyez qu'il existe. Cependant, remarquez une chose, c'est que cela est sans fin, et que tristesse engendre tristesse. Car à vous plaindre ainsi de la destinée, vous augmentez vos maux, vous vous enlevez d'avance tout espoir de rire, et votre estomac lui-même s'en trouve encore plus mal. Si vous aviez un ami, et s'il se plaignait amèrement de toutes choses, vous essayeriez sans doute de le calmer et de lui faire voir le monde sous un autre aspect. Pourquoi ne seriez-vous pas un précieux ami pour vous-même? Mais oui, sérieusement, je dis qu'il faut s'aimer un peu et être bon avec soi, car tout dépend souvent d'une première attitude que l'on prend. Un auteur ancien a dit que tout événement a deux anses, et qu'il n'est pas sage de choisir pour le porter celle qui blesse la main. Le commun langage a toujours nommé philosophes ceux qui choisissent en toute occasion le meilleur discours et le plus tonique. C'est viser au centre. Il s'agit donc de plaider pour soi, non contre soi. Nous sommes tous si bons plaideurs et si entraînants que nous saurons bien trouver des raisons d'être contents si nous prenons ce chemin-là. J'ai souvent observé que c'est par inadvertance, et un peu aussi par politesse, que les hommes se plaignent de leur métier.
Si on les incline à parler de ce qu'ils font et de ce qu'ils inventent, non de ce qu'ils subissent, les voilà poètes et joyeux poètes. Voici une petite pluie. Vous êtes dans la rue, vous ouvrez votre parapluie. C'est assez. À quoi bon dire encore cette sale pluie? Cela ne leur fait rien du tout aux gouttes d'eau, ni aux nuages, ni au vent. Pourquoi ne dites-vous pas aussi bien oh, la bonne petite pluie? Je vous entends, cela ne fera rien du tout aux gouttes d'eau, c'est vrai. Mais cela vous sera bon à vous. Tout votre corps se secouera et véritablement s'échauffera. Car tel est l'effet du plus petit mouvement de joie. Et vous voilà comme il faut être pour recevoir la pluie sans prendre un rhume. Et prenez aussi les hommes comme la pluie. Cela n'est pas facile, dites-vous, mais si, c'est bien plus facile que pour la pluie. Car votre sourire ne fait rien à la pluie, mais il fait beaucoup aux hommes. Et simplement, par imitation, il les rend déjà moins tristes et moins ennuyeux. Sans compter que vous leur trouverez aisément des excuses si vous regardez en vous. Marc Aurèle disait tous les matins: je vais rencontrer aujourd'hui un vaniteux, un menteur, un injuste, un ennuyeux bavard. Ils sont ainsi à cause de leur ignorance. 4 novembre 1907. Chapitre 64. Effervescence. Il en est des guerres comme des passions. Un accès de colère n'est jamais explicable par les causes qu'on en donne pour le justifier, comme des intérêts contraires, des rivalités, des rancunes. Des circonstances favorables peuvent toujours arrêter la tragédie. Souvent, les discussions, les rixes, les meurtres résultent d'une rencontre fortuite. Supposons que deux hommes d'un même cercle, entre lesquels une altercation semble inévitable, soient portés par de grands intérêts, et pour longtemps, dans deux villes assez éloignées. Ce fait si simple établit la paix, ce que les raisonnements n'auraient pu faire. Toute passion est fille d'occasion. Si deux personnes se voient tous les jours, comme un locataire et son concierge, alors les premiers effets deviennent cause à leur tour, et les mouvements d'impatience et de colère sont des motifs d'en éprouver de plus vifs, ce qui fait qu'il y a souvent alors une disproportion ridicule entre les premières causes et l'effet final. Quand un petit enfant pleure ou crie, il se produit un phénomène purement physique que lui-même ne soupçonne pas, mais auquel les parents et les maîtres doivent faire attention. Ces cris lui font mal à lui-même et l'irritent encore plus. Les menaces, les éclats de voix grossissent encore l'avalanche. C'est la colère même qui entretient la colère. Aussi faut-il alors agir physiquement, par simple massage ou par changement des perceptions. L'amour maternel fait voir dans ces cas-là sa science presque infaillible, lorsqu'il se promène, câline ou berce le poupon. On guérit une crampe par le massage. Or, une colère d'un poupon et de n'importe qui, c'est toujours un état de contracture des muscles qu'il faut soigner par gymnastique et musique, comme disaient les anciens. Mais dans l'accès de colère, les meilleurs arguments sont tout à fait inutiles et souvent nuisibles, parce qu'ils rappellent à l'imagination tout ce qui peut exciter la colère. Ces remarques aident à comprendre comment la guerre est toujours à craindre et peut toujours être évitée. Toujours à craindre par l'effervescence qui, si elle s'étend, réalisera la guerre, même pour de très faibles raisons. Toujours évitable, quelles que soient les raisons, si l'effervescence ne s'en mêle point. Or, les citoyens doivent considérer ces lois si simples avec attention, car ils se disent avec accablement: que puis-je, moi, pauvre, pour pacifier l'Europe? De nouvelles causes de conflit surgissent à chaque instant,
Il s'élève des problèmes insolubles autant qu'il passe de jour. Une solution ici fait une crise ailleurs. On ne dénoue qu'en nouant, comme dans la ficelle embrouillée. Laissons aller la nécessité. Oui, mais la nécessité ne va pas à la guerre, comme 1000 exemples le font assez voir. Tout s'arrange et se dérange. J'ai vu les côtes de Bretagne fortifiées contre l'Angleterre. On ne s'est pourtant point battu par là, en dépit des mauvais prophètes. Mais le vrai danger, c'est l'effervescence. Et ici, chacun est roi de soi-même et maître des tempêtes pour sa part. Pouvoir immense que la masse des citoyens doit apprendre à exercer. Soyez heureux d'abord, comme dit le sage, car le bonheur n'est pas le fruit de la paix, le bonheur, c'est la paix même. 3 mai 1913. Chapitre 65. Épictète. Supprime l'opinion fausse, tu supprimes le mal. Ainsi parle Épictète. Le conseil est bon pour celui qui attendait le ruban rouge et qui s'empêche de dormir en pensant qu'il ne l'a point. C'est donner trop de puissance à un bout de ruban. Celui qui le penserait comme il est, un peu de soi, un peu de garance, n'en serait pas troublé. Épictète abonde en exemples rudes. Cet ami bienfaisant nous prend à l'épaule. Te voilà triste, dit-il, parce que tu n'as pu occuper au cirque cette place désirée et que tu crois qui t'est due. Viens donc, le cirque est vide maintenant. Viens toucher cette pierre merveilleuse. Tu pourras même t'y asseoir. Le remède est le même contre toutes les peurs et contre tous les sentiments tyranniques. Il faut aller droit à la chose et voir ce que c'est. Le même Épictète dit aux passagers « Tu as peur de cette tempête comme si tu devais avaler toute cette grande mer. Mais mon cher, il ne faut que 2 pintes d'eau pour te noyer. » Il est sûr que ce formidable mouvement des vagues représente très mal le danger réel. On dit et on pense « Mer furieuse, voie de l'abîme, vague courroucée, menace, assaut. » Cela n'est point vrai. Ce sont des balancements selon la pesanteur, la marée et le vent. Nul mauvais destin, ce n'est pas tout ce bruit ni tout ce mouvement qui te tuera. Nulle fatalité, on peut se sauver d'un naufrage, on peut se noyer dans une eau tranquille. Le problème véritable est celui-ci. Auras-tu la tête hors de l'eau? J'ai entendu conter que de bons marins, quand ils approchaient de quelque rocher maudit, se couchaient dans la barque en se couvrant les yeux. Ainsi, des paroles entendues autrefois les tuaient. Leur corps, rejeté sur la même plage, témoignait pour l'opinion fausse. Celui qui saurait penser simplement à des rochers, à des courants, à des remous, et en somme à des forces liées contre elle et entièrement explicables, se délivrerait de toute la terreur et peut-être de tout le mal. Tant que l'on manœuvre, on ne voit qu'un certain danger à la fois. Le duelliste habile n'a point peur, parce qu'il voit clairement ce qu'il fait et ce que fait l'autre. Mais s'il se livre au destin, le regard noir qui le guette le perce avant l'épée, et cette peur est pire que le mal. Un homme qui a un caillou dans les reins et qui se livre au chirurgien imagine un ventre ouvert et des flots de sang. Mais le chirurgien, non. Le chirurgien sait qu'il ne va pas trancher une seule cellule, qu'il va seulement écarter les cellules de cette colonie de cellules, s'y faire un passage, laisser couler peut-être un peu de ce liquide dans lequel elles baignent, moins sans doute que n'en coûterait une coupure à la main mal pensée. Il sait quels sont les vrais ennemis de ces cellules, et contre lesquels elles forment ce tissu serré qui résiste au fer. Il sait que cet ennemi, le microbe, est dans la place par ce caillou qui ferme la route aux excrétions naturelles. Il sait que son bistouri apporte la vie, non la mort. Il sait que, les ennemis écartés, tout cela va revivre aussitôt, comme on voit qu'une coupure nette et propre se guérit presque aussi vite qu'elle est faite. Si le patient se forme de ces idées-là,
S'il supprime l'opinion fausse, il n'est pas pour cela guéri de la pierre, il est du moins guéri de la peur. 10 décembre 1910. Chapitre 66. Stoïcisme. On a peut-être mal pris les fameux stoïciens, comme s'ils nous apprenaient seulement à résister aux tyrans et à braver les supplices. Pour moi, j'aperçois plus d'un usage de leur sagesse virile, simplement contre la pluie et l'orage. Leur réflexion consistait, comme on sait, dans un mouvement pour se séparer du sentiment pénible et le considérer comme un objet en lui disant « Tu es des choses, tu n'es pas de moi ». Au contraire, ceux qui n'ont point du tout l'art de vivre en roi sur un escabeau laissent entrer l'orage au-dessus d'eux-mêmes, disant volontiers « Je sens l'orage de loin, je suis impatient et accablé à la fois. Tonne donc, ciel !» C'est proprement vivre en animal avec la pensée de trop, car selon l'apparence, l'animal est modifié tout entier par l'orage qui vient, de même que la plante se courbe au grand soleil et se redresse à l'ombre. Mais l'animal n'en sait pas grand-chose, de même que, dans le demi-sommeil, nous ne savons pas si nous sommes gais ou tristes. Cet état de torpeur est bon aussi pour l'homme, et toujours reposant, même dans les plus grandes peines, à condition que le malheureux se relâche tout à fait. Je l'entends à la lettre, il faut que tous les membres soient bien appuyés et tous les muscles détendus. Il y a un art de les tasser en repos qui est une espèce de massage par l'intérieur et qui est l'opposé de la crispation, cause de colère, d'insomnie, d'anxiété. À ceux qui ne peuvent s'endormir, je dis volontiers, faites chat crevé. Maintenant, si l'on ne peut descendre à cet état animal, qui est le vrai de la vertu épicurienne, alors il faut s'éveiller fortement et bondir, en quelque sorte, jusqu'à la vertu stoïcienne, car elles sont bonnes l'une et l'autre, et c'est l'entre-deux qui ne vaut rien. Si l'on ne peut se plonger dans l'état orageux ou pluvieux, il faut alors le repousser, s'en séparer, dire « c'est pluie et orage, ce n'est pas moi ». Plus difficile, assurément, quand il s'agit d'un reproche injuste ou d'une déception ou d'une jalousie. Ces mauvaises bêtes se collent sur vous, mais il faut pourtant s'aviser de dire enfin « ce n'est pas miracle si après cette déception je suis triste, c'est naturel comme la pluie et le vent ». Ce conseil irrite les passionnés. Ils s'obligent, ils se lient eux-mêmes, ils embrassent leur peine. Je les compare à l'enfant qui crie comme un âne et s'irrite tellement de se voir aussi bête qu'il crie encore plus fort. Il pourrait se délivrer lui-même en disant « Eh bien quoi, ce n'est qu'un enfant qui crie ». Mais il ne sait pas vivre encore. Et du reste, l'art de vivre est trop peu connu. Mais je tiens qu'un des secrets du bonheur, c'est d'être indifférent à sa propre humeur. Ainsi méprisée, l'humeur retombe dans la vie animale comme un chien dans sa niche. Et voilà, selon mon opinion, un des plus importants chapitres de la morale réelle, se séparer de ses fautes, de ses regrets, de toutes les misères de réflexion. Dire « cette colère passera quand elle voudra ». Semblable à l'enfant que l'on n'entend point crier, elle passera tout de suite. George Sand, qui avait de la tête, a bien représenté cette âme royale dans Consuelo, œuvre forte, trop peu lue. 31 août 1913. Chapitre 67. Connais-toi. Je lisais hier dans une de ces annonces comme on en voit, le grand secret, le moyen assuré de réussir dans la vie, d'agir sur l'esprit des autres et de les disposer favorablement. Il s'agit d'un fluide vital que tout le monde possède, mais dont le célèbre professeur X connaît seul l'usage. Il vous l'apprendra pour 10 francs. Désormais, on pourra dire que ceux qui ne réussissent pas dans leurs entreprises
n'avait pas 10 francs à dépenser, etc. Comme le journal qui imprime ces lignes ne le fait pas pour rien, il est à croire que le professeur de succès et marchand de fluides magnétiques trouve des clients. Comme je réfléchissais là-dessus, il me vint à l'esprit que ce professeur était sans doute bien plus habile qu'il ne croyait. Tout fluide mis à part, que fait-il? S'il donne aux gens un peu de confiance, c'est déjà beaucoup. C'est assez pour que ses clients triomphent de ces petites difficultés dont on se fait des montagnes. La timidité est un grand obstacle, et souvent le seul obstacle. Mais je vois bien mieux, je vois qu'il les forme à l'attention, à la réflexion, à l'ordre, à la méthode, sans peut-être s'en rendre bien compte lui-même. Dans toutes ces prétendues projections de fluide, il s'agit toujours d'imaginer avec force quelqu'un ou quelque chose. Je suppose que le professeur les entraîne peu à peu jusqu'à ce qu'ils sachent fixer leur attention. Par cela seul, il a bien gagné son argent. Car premièrement, les gens sont, par ce moyen, détournés de penser à eux-mêmes, à leur passé, à leurs échecs, à leur fatigue, à leur estomac. Et les voilà délivrés d'un fardeau qui s'accroissait d'instant en instant. Que de gens usent leur vie à récriminer. Deuxièmement, ils en viennent à penser sérieusement à ce qu'ils veulent, aux circonstances, aux personnes, et distinctement, au lieu de tout brouiller et ressasser, comme on fait quelquefois en rêve. Qu'après cela, le succès leur arrive, cela n'est pas étonnant. Je ne compte pas les hasards favorables qui travaillent pour le professeur. Et quant au hasard contraire, qui en parlera? Communément, chacun pense qu'il a des ennemis, et se trompe en cela. Les hommes n'ont point tant de suite, mais il est ordinaire que l'on cultive ses ennemis bien plus attentivement que ses amis. Cet homme vous veut du mal, croyez-vous. Il l'a sans doute oublié. Mais vous ne l'oubliez point. Seulement par votre visage, vous lui rappelez ses devoirs. Un homme n'a guère d'ennemis que lui-même. Il est toujours à lui-même son plus grand ennemi, par ses faux jugements, ses vaines craintes, par son désespoir, par les discours déprimants qu'il se tient à lui-même. Dire simplement à un homme « votre destin dépend de vous », c'est un conseil qui vaut bien 10 francs. On a le fluide par-dessus le marché. Au temps de Socrate, il y avait à Delphes, comme chacun sait, une espèce de sibylle inspirée par Apollon et qui vendait des conseils sur toutes choses. Seulement le dieu, plus honnête que notre marchand de fluide, avait écrit son secret au fronton du temple. Et lorsqu'un homme venait interroger le destin, afin de savoir ce que les choses feraient pour ou contre lui, il pouvait lire, avant d'entrer, ce profond oracle, bon pour tous, « Connais-toi ». 23 octobre 1909. Chapitre 68. Optimisme. Prions Dieu pour que ce ne soit pas le garde champêtre, disaient des pensionnaires bien naïves, égarées dans les cultures et fort inquiètes à la vue d'un homme qui venait. J'ai considéré plus d'une fois cet exemple, je dirais presque ce modèle de niaiserie, avant de le comprendre humainement. Il est vrai que tout y est confondu, mais plus sans doute dans les mots que dans les idées, comme il nous arrive à tous, qui avons appris à parler avant d'apprendre à penser. Cette anecdote me revenait à l'esprit comme quelqu'un d'assez intelligent frappait du pied et résistait en présence de cet optimisme voulu, de cette espérance aux yeux fermés, de ce mensonge à soi-même. Et c'était d'Alain qu'il parlait, parce que ce philosophe naïf et presque sauvage encore voulait considérer, malgré des preuves assez évidentes, que les hommes sont volontiers honnêtes, modestes, raisonnables et affectueux, que la paix et la justice viennent à nous en se tenant par la main, que les vertus guerrières tueront la guerre, que l'électeur choisira les plus dignes et autres consolations pieuses
qui ne change pourtant point les faits. C'est tout à fait comme si un promeneur se disait, sur le seuil de sa porte, voilà un gros nuage qui me gâte déjà la promenade. Ma foi, j'aime mieux croire qu'il ne pleuvra point. Il vaut mieux voir le nuage plus noir qu'il n'est et prendre un parapluie. C'est ainsi qu'il se moquait, et j'en riais bien, car ce raisonnement qu'il faisait montre une belle apparence, mais ce n'est qu'un décor sans épaisseur, et j'eus bientôt touché de mes mains le mur rustique qui est ma maison. Il y a l'avenir qui se fait et l'avenir qu'on fait. L'avenir réel se compose des deux. Au sujet de l'avenir qui se fait, comme orage ou éclipse, il ne sert à rien d'espérer. Il faut savoir et observer avec des yeux secs. Comme on essuie les verres de la lunette, ainsi il faut essuyer la buée des passions sur les yeux. J'entends bien. Les choses du ciel que nous ne modifions jamais nous ont appris la résignation et l'esprit géomètre qui sont une bonne partie de la sagesse. Mais dans les choses terrestres, que de changements par l'homme industrieux. Le feu, le blé, le navire, le chien dressé, le cheval dompté, voilà des œuvres que l'homme n'aurait point faites si la science avait tué l'espérance. Surtout dans l'ordre humain lui-même, où la confiance fait partie des faits, je compte très mal si je ne compte point ma propre confiance. Si je crois que je vais tomber, je tombe. Si je crois que je ne puis rien, je ne puis rien. Si je crois que mon espérance me trompe, elle me trompe. Attention là, je fais le beau temps et l'orage. En moi d'abord, autour de moi aussi, dans le monde des hommes. Car le désespoir et l'espoir aussi vont de l'un à l'autre plus vite que ne changent les nuages. Si j'ai confiance, il est honnête. Si je l'accuse d'avance, il me vole. Ils me rendent tous ma monnaie, selon la pièce. Et pensez bien encore à ceci, c'est que l'espérance ne tient que par volonté, étant fondée sur ce qu'on fera, si on veut, comme paix et justice. Au lieu que le désespoir s'installe et se fortifie de lui-même par la force de ce qui est. Voilà par quelle remarque on sauve ce qui est à sauver dans la religion, et que la religion a perdu, j'entends la belle espérance. 28 janvier 1913